Alors, merci pour l'invitation. Donc, ma discipline de prédilection, c'est plutôt l'analyse des équations dérivées partielles. Donc, mon sport préféré, c'est de résoudre des problèmes de contrôle pour des EDP. Mais donc avec Frédéric Marbach, qui est un jeune en postdoc, on essayait de résoudre des questions pour les EDP, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas assez précis pour les équations différentielles. Donc on est revenu sur les équations différentielles, on a essayé d'avancer un peu les choses. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça porte essentiellement sur les équations différentielles. Donc, je vous dirai à la fin comment on espère étendre ça aux équations aux dérivées partielles. Alors tout l'exposé porte sur une notion très fondamentale en théorie du contrôle, qui est la notion de contrôle local en temps petit. Bon, alors déjà, quelles questions on se pose? Donc, quand on fait de la théorie du contrôle, on regarde un système physique sur lequel on peut agir, avec une force par exemple, et on veut amener le système physique d'un point A à un point B. Okay. Et donc on se demande, est-ce qu'il y a une force qui permet de faire ce déplacement? Okay. Donc les systèmes mécaniques les plus simples sont modélisés par des équations différentielles, dx sur dt égale f de x et de u. Donc x, c'est la position de votre objet, par exemple, que vous voulez déplacer, c'est la quantité que vous voulez amener du point A au point B. Et la force, c'est le contrôle u. Donc tout l'exposé va porter sur des systèmes comme ça, donc un système d'équations différentielles, non linéaires a priori, où x, la variable d'état, vit dans l'espace R puissance n. Ça pourrait être une variété, mais bon, on va faire R puissance n. Le contrôle U est une fonction du temps à valeur scalaire, donc on contrôle juste une amplitude. Okay. Voilà, voilà. Donc, donc le système, c'est la donnée à la fois de l'état et du contrôle. Okay. Alors, donc, le problème de contrôle, c'est amener le système d'un point A à un point B avec une bonne force U. Donc, la question fondamentale à laquelle on va s'intéresser, c'est la question du déplacement élémentaire. Donc on se met près d'un point d'équilibre, c'est-à-dire un point x qui annule le champ de vecteur f de 0, 0 égale 0. Donc si vous ne mettez pas de contrôle, u égale 0, et que vous partez sur x égale 0, vous restez sur 0. Okay. Et vous vous demandez si les déplacements sont tous possibles au voisinage de 0. Okay. Donc quand on met les quantificateurs, ça fait ça. Donc la question qu'on se pose, c'est la question du contrôle local en temps petit. Donc c'est local en x, on fait des petits déplacements. La condition initiale et la cible sont près de 0. Et on veut le faire en temps arbitrairement petit, et on veut aussi le faire avec des contrôles arbitrairement petits. Donc la question c'est, est-ce qu'avec les points qu'on peut atteindre, on peut remplir une petite boule de Rn, y compris en ne s'autorisant que des contrôles petits. Ok. Donc en quantificateur, c'est pour tout temps et pour tout état, taille maximale des contrôles. Il existe delta, le rayon d'une boule dans Rn, tel que pour toute condition et toute cible dans cette boule, j'ai un contrôle de taille pas plus grande que état qui m'amène le système de la condition initiale à la cible. Okay. Donc c'est la possibilité de bouger dans toutes les directions, bien sûr avec des petites amplitudes quand on met des petits contrôles, mais donc juste la possibilité de tourner dans toutes les directions. Okay, donc tout l'exposé tourne autour de cette notion. Donc du contrôle local en temps petit, avec des petits contrôles. Alors c'est une notion qui est très bien comprise et caractérisée pour des systèmes simples. Donc la première classe de systèmes simples pour laquelle elle est bien caractérisée, c'est les systèmes linéaires. Donc x' égale ax plus bu, où x vit dans Rn, a est une matrice et u est un contrôle scalaire, et b c'est un vecteur de Rn. Okay. Donc il y a un théorème, c'est très classique, c'est très ancien, qui établit l'équivalence entre la contrôlabilité globale de ce système et une condition de Kalman. Donc c'est une condition algébrique, vous avez votre vecteur b, vous faites ab, vous faites a puissance n-1b, vous regardez le rang de ça, vous voyez combien vaut le rang, et si le rang est plein, le système est contrôlable, et sinon il ne l'est pas. Okay. Voilà, donc ça, on a un test algébrique, disons, pour déterminer la réponse à la question sur ces systèmes-là. Alors, je vais expliquer un petit peu l'étape importante de cette équivalence. Donc je vais vous faire la preuve de 2 implique 1. Donc il y a une équivalence entre la contrôlabilité, le fait qu'une certaine matrice de Gram soit inversible et le fait qu'on ait cette condition algébrique. Alors l'équivalence entre les points 2 et les points 3, c'est juste le théorème de Cayley-Hamilton. Okay, donc si on fait ça un peu vite, ça égale ça, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Okay.
Donc ce que je vais vous montrer, c'est que si la matrice de Gram est inversible, alors le système est contrôlable, parce que ça permet de mettre en évidence quelque chose qui sera fondamental dans la suite de l'exposé, c'est que quand le système est contrôlable, on peut non seulement le faire avec des contrôles à l'infini, mais en fait on va pouvoir le faire avec des contrôles c'est infini à support compact, et ils vont non seulement être petits en norme L infini pour des petits déplacements, mais aussi en norme CK pour tout cas. Ok ? Alors je vous fais juste 2 implique 1. Donc je suppose que la matrice de Gram est inversible et je construis le contrôle qui marche. Ok, alors ce contrôle, on va le prendre de la forme d'une forme ad hoc. Donc on va le prendre de cette forme-là. Où Q va être un certain vecteur de Rn que je vais choisir intelligemment. Ok, alors là, il n'y a pas de problème de taille, parce que B, c'est un vecteur à n lignes et une colonne. Donc quand je le transpose, ça fait dans l'autre sens. Oui. Et A, c'est une matrice NN. Pardon, je me suis plantée. Donc ça, c'est un vecteur ligne. Ça, c'est une matrice. Donc, et ça, c'est un vecteur. Ok, donc à la fin, j'ai bien fait un scalaire. Ok. Voilà. Alors pour montrer qu'un contrôle de cette forme-là, en choisissant bien le vecteur Q, permet de contrôler le système. Donc je me donne une condition initiale, une cible, et j'écris la formule de variation de la constante pour les solutions du système. Donc j'ai x de t égale exponentielle à t x0 plus intégrale de 0 à t de exponentielle a t moins t b, et là je dois mettre u de t, d'accord? Et u il est comme ça. Ok. Donc bref, je récupère ici ma matrice de Gram. Okay, donc je récupère ici quelque chose qui est de la forme GQ. Donc à la fin, si je veux atteindre la cible XF, il suffit que je prenne pour vecteur Q G-1 de XF moins exponentielle à t x0. Okay, ça se résout à la main. D'accord? Donc sous l'hypothèse du critère algébrique, on peut montrer que cette matrice est inversible, et après on s'en sert pour construire les contrôles. Et sur la formule, on voit bien qu'ils sont super réguliers, en fait, ils sont analytiques. C'est des exponentielles, des polynômes, bon, quelque chose de très raisonnable. Alors on peut aussi le faire avec des contrôles à support compact. Et là, il suffit de rajouter une troncature ici. Alors ça revient à mettre une troncature dans la matrice de Gram. Okay, mais quand votre troncature converge vers l'identité, quand epsilon tend vers 0, votre autre matrice de Gram avec une troncature ici converge vers celle-ci, et donc elle est inversible aussi, parce que les inversibles sont ouverts. Donc on peut le faire. Okay, donc c'est un critère qui règle la question, mais qui règle aussi une question plus forte que celle que j'ai annoncée. Okay, la question de contrôler avec des contrôles réguliers et petits dans des normes très fortes. On ne distingue pas les deux notions sur ces systèmes-là. Alors, l'autre classe de système pour laquelle... Donc, une fois qu'on a le résultat pour les systèmes linéaires, elle passe à des systèmes non linéaires par un argument perturbatif. Donc, la question de la contrôlabilité locale, vous voyez, que j'ai écrit tout à l'heure, c'est pour toute condition initiale et cible, il existe un contrôle. Donc ça, c'est un problème de surjectivité. Okay, donc c'est la surjectivité de l'application ad hoc, qui envoie x0u sur x0xf. x0 x de t. Et donc c'est un problème de surjectivité pour une application non linéaire. C'est naturel de l'attaquer en appliquant un théorème d'inversion locale, en se ramenant à la différentielle. Et justement, montrer la surjectivité de la différentielle de cette application, c'est exactement contrôler le système linéarisé. Okay, donc une fois qu'on a une bonne théorie pour les systèmes linéaires, elle passe pour les systèmes non linéaires avec un argument perturbatif, comme d'hab. Okay, alors, donc on obtient ainsi ce genre de résultat. Si on prend un champ une application f de classe C2, en x et en u, qui s'annule en 0, et qu'on a un linéarisé contrôlable, donc on a le critère de Kalman sur les matrices A et B de la différentielle de f, alors le système non linéaire est localement contrôlable. Okay, donc on passe localement en non linéaire, ce qui est vrai pour le linéaire. Alors bien sûr, comme c'était possible avec des contrôles réguliers en linéaire, ça l'est aussi en non linéaire, régulier et petit en norme CK. Alors c'est une condition suffisante, mais elle n'est pas nécessaire. C'est très facile de produire des systèmes qui vont être localement contrôlables en temps petit, mais qui n'auront pas un linéarisé contrôlable. Donc c'est le cas de ce système-là. Donc on travaille autour de x égale 0. Alors qu'est-ce que je peux prendre comme feutre qui va marcher? Donc si on travaille autour de x égale 0, le linéarisé, c'est x1 point égale u. Donc je linéarise par rapport à u. Et x2 point égale 0.
Donc là, cette direction-là, elle n'est pas contrôlée. Au niveau du linéarisé, la seule chose que je contrôle, c'est la première composante. x1 de t, c'est x1 de 0 plus l'intégrale de 0 à t de u. Donc en choisissant l'intégrale de u, je déplace x1 comme je veux, mais par contre, je ne peux rien faire sur x2. Okay, donc là, le linéarisé n'est pas contrôlable, mais par contre, le non linéaire l'est, parce que c'est très facile d'imposer à la fois un moment de u et un moment de sa primitive. Enfin, okay, c'est très facile de faire valoir n'importe quoi à ces deux quantités. Okay, donc là, on a un système non linéaire qui est localement contrôlable en temps petit, mais dont le linéarisé n'est pas contrôlable. Donc ça termine, on n'a pas terminé le travail. Okay, donc quand on ne peut pas conclure sur le non linéaire en utilisant le linéarisé, il faut aller plus loin dans le développement. Okay, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la solution x, on l'a écrit avec un flow qui dépend d'un u. U, c'est le contrôle. On a écrit les deux premiers termes du développement de Taylor et on a essayé d'utiliser lui pour dire quelque chose sur lui. Okay, donc on a fait un argument linéaire. Alors quand l'argument linéaire ne permet pas de conclure, il faut aller plus loin. Il faut aller voir les termes suivants du développement limité s'ils vous permettent de gagner en contrôlabilité. Donc dans quelle direction cela ils permettent de bouger. Alors, donc c'est ce qu'on va faire dans la suite de l'exposé. On va beaucoup se focaliser sur les termes quadratiques. Et donc pour vous expliquer un peu la théorie, j'ai besoin d'introduire la notion de crochet de lit. Voilà, donc si on a deux champs de vecteurs réguliers, bon, C1 ça suffit, x et y sur Rn, donc c'est des applications C1 de Rn dans Rn, on définit le crochet de lit entre x et y comme la différentielle de y appliquée à x pour la différentielle de x appliquée à y. Okay, ça fait un nouveau champ de vecteurs. Donc après on définit par récurrence les crochets itérés avec la notation add. Alors en particulier, si vous avez des champs linéaires, vous récupérez dans le crochet le commutateur des deux matrices. Alors un exemple de crochet qu'on fait tous les jours, enfin ou quasi, c'est quand vous faites un créneau, donc vous avez votre... Vous pensiez que x c'est la rotation du volant, que y c'est la translation en ligne. Okay, donc quand vous faites un créneau, vous dites je tourne à gauche, je recule, je tourne à droite, j'avance. Et donc si vous y êtes bien pris, normalement vous avez réussi à garer votre voiture. Et donc vous avez justement fait le crochet entre les deux actions. Okay, cette formule se montre. Okay. C'est facile à voir si vous prenez pour x justement des choses linéaires, parce que là vous avez des exponentielles de matrice, vous développez et vous trouvez ce terme-là. Okay, donc c'est assez naturel que les crochets sortent dans les questions de dynamique, parce que justement on a des flots, on actionne des champs de vecteurs avec des forces, donc c'est une notion très naturelle sur ces questions-là. Voilà, alors, donc il y a donc la deuxième classe de systèmes pour laquelle on sait bien caractériser la contrôlabilité locale en temps petit, c'est les systèmes affines sans drift. Donc des systèmes qui s'écrivent comme ça, dx sur dt égale, et puis j'ai des champs de vecteurs f1, fm, que j'allume comme je veux avec des contrôles u1, um. Donc devant chaque champ de vecteur, j'ai un terme d'amplitude et je peux le choisir. Je peux l'allumer plus ou moins. Okay. Je peux faire ce que je veux avec l'amplitude. Okay, donc pour ces systèmes-là, qui sont des systèmes de contrôle très particuliers, il y a une condition nécessaire et suffisante en termes d'algèbre de Lie. Donc pour un système, c'est infini, il est suffisant que l'algèbre de Lie engendrée par les champs de vecteurs, évaluée au point d'équilibre où vous êtes, engendre l'espace, pour que le système soit localement contrôlable en temps petit. Et réciproquement, si le système est analytique, en fait, c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire que si le système est localement contrôlable en temps petit, alors l'algèbre de Lie c'est l'espace. Okay, évalué en 0, c'est l'espace. Okay, donc on a un critère et on a une bonne caractérisation et on a une condition nécessaire et suffisante. Alors, donc je vais faire deux remarques. La première, c'est sur la condition suffisante. Alors, donc, là encore, ma remarque, c'est pour vous dire que finalement, cette caractérisation, elle ne distingue pas la notion de contrôle local que j'ai introduite au début, qui est la notion classique, et le fait qu'on puisse contrôler avec des contrôles réguliers. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, quand on a la condition d'algèbre de Lie, comment est-ce qu'on montre que le système est localement contrôlable en temps petit? Donc, on a le point dont on part, donc 0, okay, et on suppose que en 0, on a la condition d'algèbre de Lie. Donc, je vous montre comment on peut atteindre n'importe quel point au voisinage de 0. Alors déjà,
comme en 0, la condition d'algèbre de Lie est vérifiée, il y a au moins un champ de vecteurs qui n'est pas nul. Sinon, parce que s'ils étaient tous nuls, l'algèbre de Lie, ça serait singleton 0. Donc il y a au moins un champ de vecteurs qui n'est pas nul. Donc en 0, je vais bouger avec ce champ de vecteurs. Donc je suis le flot de ce champ de vecteurs. Okay, donc comme le champ de vecteurs n'est pas nul, je trace une courbe. Okay, donc ça, c'est les trajectoires associées au champ de vecteurs qui n'est pas nul en 0. Okay, alors, si je suis en dimension 1, j'ai créé un voisinage de points autour de 0 que je peux atteindre. Donc si je suis en dimension 1, c'est fini. Okay, tous les points autour, je peux les atteindre en suivant juste ce flot-là. Alors si je suis en dimension 2, je n'ai pas fini. Il faut que je génère un voisinage de dimension 2 autour de mon point où je peux atteindre tous les points. Donc il faut continuer. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Donc si on est en 0, on n'est pas sûr qu'on va avoir deux champs de vecteurs linéairement indépendants. Parce que la condition d'algèbre de Lie, elle utilise les crochets. Donc il se peut très bien qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit non nul et que tous les autres soient nuls. Alors ce qui n'est pas possible, en revanche, quand on a la condition d'algèbre de Lie en 0, c'est qu'on ne sorte pas, c'est que les autres champs de vecteurs ne permettent pas de sortir du plan tangent après. Donc en fait, on peut montrer que près de 0, il y a un autre point là, où il y a un champ de vecteurs qui fait sortir de la première variété. Donc il y a un champ de vecteurs qui va couper comme ça. Et donc, une fois que je serai là, je pourrais atteindre un espace de dimension 2, parce que je pourrais suivre celui-là ou celui-là, et générer avec ces deux-là une variété de dimension 2, voisinage du point. Okay, donc maintenant, si je suis dans un espace de dimension 2, bon, bah, j'ai un voisinage de ce point-là qui est atteignable, et qui est atteignable en utilisant seulement deux flots. Après, je reviens avec les flots inverses, quoi, et je fais un voisinage de 0 qui marche. Okay, donc si je suis en dimension 2, j'utilise deux flots. Okay, et puis je les compose, je fais plus, donc je les compose dans les deux sens. Okay, donc il y a un moment, je vais utiliser un contrôle positif, et puis après, en revenant, je vais utiliser le contrôle négatif. Donc puis en dimension n, il faut itérer. Okay, mais donc quand on fait la construction comme ça, de la preuve de la condition suffisante, on se rend compte qu'on n'utilise qu'un nombre majoré de contrôles. Vous voyez, les contrôles, on va les actionner un à un. Ils vont être alternatifs. Ils vont être plus 1, moins 1. Bon. Et puis, on n'utilisera que 2n. Okay, alors ensuite, avec un petit... Donc, comme on les utilise tous un à un, finalement, à chaque étape, on a un truc qui est juste de cette forme-là. U, f de x. U de t. Okay, et donc, ce que je dis, c'est que mes contrôles, ils valent plus 1 ou moins 1. Mais ça, avec un rescaling en temps, c'est pareil ça peut être caché dans un contrôle petit, en fait. Et petit dans des normes régulières, juste par un rescaling en temps. Vous le repassez dans la variable de temps. Donc finalement, ce que je peux faire avec... donc ce qu'on montre là, c'est ce résultat-là. La construction permet de contrôler aussi avec des contrôles symphonie à support compact et petit en norme CK. Okay, c'est lié au fait qu'on utilise un nombre majoré de flots et pas tous en même temps, quoi. Voilà. Alors enfin, ici, la condition nécessaire, elle utilise une hypothèse d'analyticité qui est vraiment indispensable. Si par exemple vous prenez un système comme ça, lui c'est facile de voir qu'il est contrôlable, parce que si vous rentrez un contrôle positif, vous bougez x vers les réels positifs. Si vous mettez un contrôle négatif, vous bougez x vers les réels négatifs. Et donc vous avez recouvert un voisinage de 0. Okay, donc, et celui-là, il ne vérifie évidemment pas la condition d'algèbre 2. Donc en 0. Voilà, donc pour les systèmes affines sans drift, on a une condition nécessaire et suffisante, et on a vu que c'était très important de pouvoir faire des contrôles positifs et négatifs sur chacun des termes, pour faire le retour à la fin. OK ? Alors, donc, cette condition nécessaire et suffisante, elle est un petit peu conservée pour les systèmes non linéaires généraux, au sens où ça reste une condition nécessaire de contrôlabilité locale en temps petit. Okay, si vous voulez avoir de la contrôlabilité locale en temps petit, il faut que votre non-linéarité vérifie la condition de l'algèbre de Lie. Alors c'est complètement clair si vous regardez des systèmes sous cette forme. Donc c'est ce qu'on va beaucoup étudier après. Donc des systèmes affines avec un drift, où vous contrôlez que la deuxième force. Donc vous voyez par rapport au système d'avant, où j'actionnais toutes les forces. Tout à l'heure, j'avais x point égale u0 de t, f0 de t, et je pouvais actionner u0 comme je voulais. Je pouvais faire plus 1 ou moins 1. Okay, donc maintenant, je suis en train de regarder
une classe de système plus contraint, où ici, lui, il va ne valoir que 1. Okay, donc c'est beaucoup plus compliqué de contrôler ça que de contrôler le système d'avant. Alors bien sûr, la condition reste nécessaire, puisque là, on doit le faire sans utiliser le U0. Okay, donc ça reste nécessaire, mais ça n'est plus suffisant. Et donc c'est facile de voir que c'est plus suffisant avec des petits systèmes comme ça. Donc là, la condition d'algèbre de Lie, elle est vérifiée, parce que quand vous dérivez suffisamment de fois par rapport à U, vous récupérez 1, et vous êtes en dimension 1, donc c'est bon. Mais celui-là, il n'est pas contrôlable parce qu'il dérive. Vous voyez, x, c'est l'intégrale de u carré, il ne peut que croître. Donc on ne peut pas atteindre des x négatifs. Voilà, alors, donc, pour des systèmes plus généraux, il n'y a pas de conditions nécessaires et suffisantes connues de contrôlabilité locale en temps petit. Donc on connaît des conditions suffisantes, on connaît des conditions nécessaires, mais ça ne se recolle pas. Et donc c'est ça qu'on va explorer un peu aujourd'hui. Alors, donc, je vais vous donner un exemple de... alors, qu'est-ce que je fais là? Non. Donc, je vous donne un exemple de conditions suffisantes connues, qui est la condition de Hermès. Alors, donc, ces conditions suffisantes, elles se formulent en termes de crochet, donc il faut donner un petit peu plus de précision sur ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est l'algèbre de Lie engendrée par les champs de vecteurs F0 et F1, et on va la découper. Enfin, on va la... Donc on va regarder des sous-espaces vectoriels de cette algèbre de Lie, qu'on va appeler SK. Ok, donc j'appelle SK l'espace vectoriel engendré par les crochets itérés de F0 et de F1, où j'ai au plus k fois le F1 dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc on a des systèmes on a un système de cette forme-là, x point égale F0 de x plus U de t F1 de x. Donc quand on voit l'équation, on voit qu'à chaque fois qu'on utilise U, on utilise F1. On utilise autant de fois F1 que U. Ok, donc là, votre x, vous le voyez comme une fonction de U, vous fixez x de 0. Okay. Le x, vous le voyez comme une fonction de U et vous le développez en série de Taylor par rapport à U. C'est ça qu'on va faire. Nous, on va se focaliser sur le terme quadratique après. Ok, donc là, vous utilisez U k fois. Ok, voilà. Puis vous espérez que ça converge. Ok, donc je ne le fais pas converger, mais voilà, je fais un truc pas clair. Voilà, et donc quand vous regardez le kème terme du développement en série de Taylor, celui où vous avez utilisé k fois U, bah, vous avez aussi utilisé k fois H, F1. Ok, parce que le système, il est en UF1. Ok, et donc philosophiquement, le SK, il caractérise dans quoi va vivre le kème terme du développement de Taylor. Ok. Voilà, donc l'approche qu'on va développer, ça va être de dire, bon, bah, j'ai une bonne théorie linéaire, je voudrais une bonne théorie quadratique, mais alors qu'est-ce qui se passe dans le quadratique, et puis qu'est-ce qui se passera au cubique, et qu'est-ce qui se passera à l'ordre 4, etc. Ok, donc la condition suffisante que je voulais vous présenter, c'est la condition de Hermès. Donc si la condition d'algèbre de Lie est vérifiée et que les S de k plus 2 sont égaux au S de k plus 1, c'est-à-dire que tout crochet où il y a où il y a un nombre pair de fois F1, s'écrit comme une combinaison linéaire de crochets où il y a au plus de k plus une fois F1. Okay, donc il n'y a pas on ne crée pas de nouvelles directions dans Rn en mettant un nombre pair de fois F1 dans les crochets. Okay, donc si tous ces crochets-là sont en fait engendrés par ceux d'avant, alors le système est localement contrôlable en temps petit. Bon, c'est pas du tout facile à démontrer et je ne vais pas vous le démontrer, mais c'est un théorème qui tend à penser que en fait, les crochets où il y a un nombre pair de fois F1 vont être bons, c'est-à-dire qu'ils vont générer des nouvelles directions dans lesquelles on pourra bouger dans les deux sens, alors que ceux où il y a un nombre impair de fois F1, ils auront plutôt tendance à être mauvais, au sens où ils vont créer des obstructions, alors en fait, ils ne vont pas tous être mauvais. Voilà. Bon. Mais il y en a quand même pas mal qui seront mauvais dedans, en tout cas, il faut faire attention. Alors, ça se comprend un peu aussi quand on le voit là, parce que là, vous voyez, quand K est impair, si vous remplacez U en moins U, vous changez ce terme-là en moins lui-même. Donc quand vous pouvez pousser le système le long d'une direction vers les plus, vous pouvez aussi le pousser vers les moins en mettant moins U à la place de U. Alors que dans les termes pairs, si vous remplacez U en moins U, il ne se passe rien. Et donc le système peut se retrouver à dériver. C'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez x point égale U2.
lui, il ne pousse que vers les réels positifs. Il ne va jamais vers les réels négatifs. Okay, parce que là, c'est un carré. Si c'était un cube, il ne se passerait pas ça. Voilà, donc ça, c'est une condition suffisante due à Hermès, qui a été démontrée par Sussman. Alors, donc, maintenant, je vous donne un exemple de condition nécessaire qui soit connue. Donc, c'est un exemple de mauvais crochet. Donc, Sussman et Stéphanie ont montré que si le système est localement contrôlable, alors certains crochets sont mauvais. En particulier, ceux-là, ils sont mauvais. Okay, donc, il faut que les crochets de longueur 2K, où il y a 2K fois F1 et une fois F0, soient engendrés par ceux où il y a moins de fois F1. Okay, donc, c'est un exemple de mauvais crochet. Si celui-là, il vit, vous êtes foutu. Okay, donc ils arrivent à exhiber comme ça des crochets dont on sait qu'ils sont mauvais parce qu'ils donnent des obstructions. Alors ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'ils ne les ont peut-être pas tous. Donc par exemple, si on se focalise sur le terme d'ordre 2, donc l'espace vectoriel engendré par les crochets où il y a 2 fois F1 et une fois F0, ce théorème vous dit que ça c'est un mauvais crochet. S'il ne vit pas dans l'espace vectoriel engendré par les crochets où il n'y a qu'une seule fois F1, il va créer une dérive et le système ne sera pas contrôlable. Okay, donc ça c'est ce que dit le théorème. Mais il ne dit pas tout sur S2 parce que dedans, dans S2, il y a plein d'autres crochets. Et donc, la question reste ouverte pour les autres. Alors, on peut se demander, alors qu'est-ce qui se passe pour les autres? Donc, alors, la première chose qu'on peut constater, c'est que si jamais ce premier mauvais crochet est en fait dans S1, le suivant y est aussi, celui où il y a 2 fois F0. Ça, c'est juste la conséquence de l'identité de Jacobi. Bon, c'est de l'algèbre. Okay. Ça utilise donc la relation de Jacobi et le fait que l'espace S1 il est stable par crochet avec F0. Donc finalement, le prochain crochet où il faut se concentrer, c'est celui où il y a 2 fois F1 et 3 fois F0. Okay, donc on serait tenté de se dire que celui-là, il va être mauvais aussi. Il va donner des obstructions. Et alors, voilà, donc ça, c'était une conjecture naturelle. Et donc, c'est ce que les gens ont essayé de faire à un moment, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un exemple où, en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'est faux. Donc, si vous prenez ce petit système-là, qui est tout bête, vous pouvez voir que donc là, l'espace S1, c'est l'espace qui est contrôlé au niveau du linéarisé. Donc, il correspond aux 2 premières composantes. Et si vous calculez tranquillement le crochet dont je parle, vous tombez évidemment sur le seul terme quadratique. C'est le seul terme quadratique qu'il y a, donc il est forcément là. Okay. Il n'est pas dans S1. Donc vous êtes dans un cas où ce crochet risquerait d'être mauvais, et pourtant on peut montrer qu'il est localement contrôlable en temps petit. Alors je vais vous le faire, parce que ça se fait à la main, et on comprend un peu ce qui se passe en fait. Donc je vais vous montrer que ce système-là est localement contrôlable en temps petit. Okay, donc on va le résoudre en fait. Hein. Donc x1 de t, c'est l'intégrale de u. Okay, x2 de t, c'est l'intégrale de la primitive de u. Donc ça se contrôle facilement, c'est ce qu'on fait avec le linéarisé. Après, on arrive à x3 de t. Donc si on veut contrôler x3 de t, il faut savoir imposer n'importe quelle valeur à l'intégrale de x2 au carré plus x1 au cube. Ok, alors vous vous rappelez que x2, c'est la primitive seconde de u, et x1, c'est la primitive première. Okay, donc ça, en fait, ça serait écrit, c'est l'intégrale d'une certaine fonction phi, qui est x2, okay, au carré, plus sa dérivée au cube. Okay, donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut faire les 2 signes avec cette quantité. Donc ça paraît tout bête, mais on peut le faire avec des contrôles U petits. Donc déjà, il y a quelque chose qui est facile, c'est de faire plus, parce que là, on a un terme quadratique, on a l'impression qu'il va bouffer le cubique, et donc on va réussir à faire plus assez facilement. Donc c'est vrai que si vous prenez un contrôle U constant d'une valeur A dans R étoile, vous trouvez que x1 de t, c'est AT, que x2 de t, c'est A T2 sur 2, et puis vous remettez ça là-dedans, et là vous avez A carré, là vous avez A3, si vous mettez un A petit, vous avez essentiellement A2 fois T, voilà, une certaine puissance de T, okay, puis une constante devant, mais vous avez quelque chose de positif. Donc c'est facile de bouger le x3 vers les positifs, grâce au carré, en disant qu'il va bouffer le cube. Mais c'est aussi possible d'utiliser en fait le cube, et de faire un truc
contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on va utiliser le cube pour contrôler, et le cube va être plus grand que le carré. Donc pour faire ça, bien sûr, il faut utiliser une fonction très oscillante. Si vous prenez u de t égale epsilon, pour dire qu'il va être petit, cos oméga t, okay, donc là, le oméga, ça va être un oméga de epsilon. Okay, ça ne va pas changer la norme à l'infini du u, de prendre un oméga très grand. Donc quand vous faites ça, vous avez un x1 de t, qui est la primitive de u, donc c'est epsilon, sinus oméga t sur oméga. Okay, et puis le x2 de t va être epsilon 1 moins cos oméga t sur oméga 2. Okay, donc si vous rentrez tout ça dans le x3, vous trouvez un truc en epsilon sinus oméga t sur oméga 2, plus un truc en epsilon 1 moins cos oméga t sur oméga 2 au cube. Okay, donc là, vous avez quelque chose qui est comme epsilon 2 sur oméga 2, et là, vous avez quelque chose qui est comme epsilon 3 sur oméga 6. Okay, et donc, vous vous rendrez bien compte que si vous choisissez bien le oméga, vous pouvez rendre lui dominant. Et là, comme c'est un cube, ça pourra avoir les deux signes. En fait, là, c'est juste un sinus puissance 6. Okay, donc, en jouant avec des oscillations qui ne changent pas la taille du U, qui ne changent que sa norme H1, par exemple, on peut rendre le système contrôlable en exploitant un terme cubique qui va dominer un terme quadratique. Donc ça va un peu à l'encontre de la classification successive S1, S2, S3 que les gens avaient adoptée avant. Voilà, donc bref, donc les gens ont vu ces mauvais crochets, après ils ont dit, bon, bah, le prochain mauvais crochet, ça devrait être celui-là, puis ah, ben, non, en fait, il y a cet exemple-là, donc puis après, la classification s'est un peu arrêtée, les gens se sont attaqués à d'autres questions, c'est-à-dire qu'ils ont pris des systèmes de forme spécifiques, où on évitait un peu de se poser ce genre de questions, et ils ont classifié à l'intérieur de ces classes de systèmes où il n'y avait pas ces problèmes-là. Ok, donc voilà. Donc nous, on va donner une lumière différente de ce phénomène-là. Voilà, donc l'objectif du travail qu'on a mené, c'était de construire une théorie quadratique, donc aussi bonne que la théorie linéaire. Quels sont les bons, quels sont les mauvais, et pourquoi et dans quel sens, etc. Et donc bien sûr, le but ultime, avoué et peut-être inatteignable, je ne sais pas, c'est d'arriver à formuler une condition nécessaire et suffisante de contrôlabilité locale pour des systèmes non linéaires. Okay, donc de finir le boulot qui n'a pas été fini par les géomètres, en n'utilisant que des crochets. Alors, donc, avant d'attaquer le théorème, je vais vous donner deux exemples très simples, mais qui sont quand même éclairants parce qu'ils captent finalement à peu près tout ce qui se passe. Donc le premier, c'est le système x1 point égale u et x2 point égale ux1. Donc au niveau du linéarisé, vous n'avez que x1 point égale u, x2 point égale 0. Donc le linéarisé ne contrôle que la première composante. Okay, et quand vous regardez la deuxième, vous vous rendez compte que vous pouvez intégrer. Okay, donc au niveau du linéarisé, vous contrôlez x1, mais vous ne contrôlez pas x2. Okay, donc vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette droite-là, mais le x2, s'il part de 0, il reste à 0. Okay, donc vous vivez là-dessus. Okay, alors une fois que vous prenez en compte le terme quadratique, le x2 point égale 2x1, en fait là vous vous rendez compte, parce que c'est fait pour, hein, que ça s'intègre. Et en fait, tout ce que fait la dynamique de votre système, c'est tordre la droite. Elle fait une souveraineté de dimension 1, juste elle est plus plate, mais voilà. Donc la dynamique finalement reste dans une structure de même dimension, et le quadratique n'a rien fait pour vous. Ok, donc ça c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple, c'est ce système où de même, le linéarisé, vous ne pouvez contrôler que la première direction, parce que ça donne x2 point égale 0 sur la deuxième. Et quand vous tenez compte de la deuxième, en fait, elle ne vous fait que pousser les x2 vers le haut. Okay, puisque x2, c'est l'intégrale de x1 carré, elle ne fait que croître. Okay, donc là, vous avez une dérive. Okay, le terme quadratique vous fait sortir de votre plan tangent, quoi, mais que dans un sens. Okay, il n'y a pas moyen de descendre. Okay, vous avez une dérive quadratique. Donc le théorème que je vais présenter, c'est dit que en fait, ça c'est générique. En fait, il se passe tout le temps ça. Il ne se passe que ça. Modulo des termes cubiques. Okay, voilà. Donc on va montrer que pour un système général, là je vais vous le présenter sur x point égale f0 de x plus uf1 de x parce que c'est plus facile à expliquer. Mais en fait, tout ce que je vais dire, ça va se généraliser à x point égale f de xu.
Okay, donc on va montrer qu'il y a une alternative quadratique. Si on se focalise sur les termes quadratiques du système, il se passe soit ça, donc le système, y compris quadratique, vit dans une sous-variété de même dimension que le linéarisé, soit il dérive par rapport à cette sous-variété. Il dérive dans un sens et on ne peut pas pousser en dessous. Voilà, donc il y a un résultat d'alternative quadratique. Donc le corollaire de ça, c'est que si vous voulez récupérer de la contrôlabilité pleine, il va falloir que vous utilisiez le cubique, et puis c'est tout. Parce que le quadratique, il ne pourra jamais vous sauver. Donc ça, c'est la réalité de la dimension finie. Donc le quadratique est mauvais pour faire du résultat positif de contrôle. Voilà, et ce qu'on va voir aussi, c'est qu'en fait, le résultat de dérive quadratique, il empêche une version forte et différente de celle que j'ai définie, de contrôlabilité locale, qui sera celle avec des contrôles réguliers et petits dans des normes fortes. Okay, donc notre idée, voilà, ce qu'on a fait pour faire ça, c'est qu'on a introduit plus d'analyse qu'avant dans les idées des géomètres, et ça fait le boulot. Okay, donc on a un peu changé la question, si vous voulez. On ne fait pas mieux qu'eux avec des crochets. On fait juste mieux que parce qu'on a rajouté de l'analyse et donc ça permet de mieux classifier. Voilà, donc la notion qu'on va utiliser, c'est la notion de contrôlabilité locale en temps petit, mais paramétrée par un espace E. Donc on va se donner un espace E où vont vivre les contrôles. Vous pouvez penser à L infini, à C2, au espace de Sobolev, n'importe quoi, si vous préférez. Et on va appeler E, Small Time Local Controllability, okay, la notion de pouvoir remplir des boules avec les points atteignables, avec des contrôles petits, mais petits en norme de E. Okay, donc vous voyez là, ça devient assez différent, parce que ce que je faisais tout à l'heure avec mes contrôles très oscillants, si par exemple E c'est H1, c'est pas possible, parce que des contrôles très oscillants, ils sont gros en norme H1, alors qu'ils sont petits ils peuvent être petits en norme L2. Okay, donc c'est une notion, vous voyez, ça sent l'analyse, là, ça sent... il y a des normes, on peut changer les normes et tout ça, donc on commence à faire autre chose. Voilà, donc on va appeler E, Small Time Local Controllability, cette notion, et après on dira qu'un système est smooth STLC, donc, voilà, donc localement contrôlable en temps petit de façon régulière, si il l'est avec des normes CP pour tout P. Donc on peut faire avec des contrôles C infini petits en norme CP pour tout P. Okay, donc la définition historique sur laquelle les gens se sont focalisés, c'était toujours des contrôles petits à l'infini, parce que l'infini c'était la bonne notion pour pouvoir résoudre ça. C'est vrai que si vous voulez résoudre ça, il faut U à l'infini, c'est la bonne chose à faire. Mais dès que vous commencez à vous poser des questions de dépendance par rapport à U, de manger des termes cubiques par des termes quadratiques, en fait là, quand on commence à faire ça, l'espace fonctionnel où vous mettez le U, il compte. C'est pas pareil de bouffer donc si vous voulez enlever ça avec ça, vous allez y arriver, mais si vous voulez faire ça, par exemple, bah là, il faut que le U soit petit dans des normes différentes. Voilà, donc c'est une nouvelle notion qui se trouve coïncider avec l'ancienne sur des classes très simples de systèmes, comme les systèmes linéaires et les systèmes sans drift, c'est ce que je vous ai expliqué avant, mais qui, pour des systèmes comme ça, avec drift, est nouvelle, est différente, et donne d'autres résultats, et permet de classifier différemment. Voilà, donc notre résultat d'alternative est le suivant. Si vous prenez deux champs de vecteurs, F0 et F1, que vous appelez D la dimension de S1, alors on peut construire une sous-variété de même dimension que S1, donc techniquement on la construit comme un graphe, tel que on a une certaine alternative. Donc il y a deux cas dans l'alternative. Il y a le cas où S2 va être dans S1, donc les crochets où il y a deux fois F1 ne vont pas engendrer plus de directions, et le deuxième cas de l'alternative, c'est le cas où S2 n'est pas dans S1. Donc il y a des directions là qui sortent. Donc dans le premier cas, S2 égale S1, le système vit dans la variété qu'on a produite à un terme cubique près. Bien sûr, il y aura un terme cubique parce que vous ne pouvez pas empêcher de vivre les gens qui sont derrière dans le développement de Taylor. En fait, si vous coupez le développement de Taylor, le système vit exactement dans la variété qu'on donne. Alors on a travaillé aussi à optimiser les normes. Donc la norme que je vous mets là, c'est la quantification de l'erreur cubique et elle est optimale. Donc c'est un peu important de se demander quelles sont les normes optimales qu'on peut mettre. Donc voilà, donc il y a un travail qui a été fait là-dessus. Donc quand S2 égale S1, le quadratique ne bouge pas dans plus de directions. Tout ce qu'il fait, c'est vous tordre votre espace contrôlable en une variété, et à un terme cubique près,
cubique en une norme faible du contrôle, il ne se passe rien. Okay, vous ne récupérez pas de contrôlabilité. Le deuxième cas, c'est le cas où S2 n'est pas dans S1. Donc il y a un premier résultat un peu algébrique, mais qui existait avant que nous on s'attaque à ça, qui dit que le premier crochet de S2 qui sort de S1, il est forcément, il implique F1 moins 2D moins une fois. Okay, donc le cas il est entre 1 et D, et là on a 2D moins une fois F0. Au plus de D moins une fois F0. Bon, ça c'est un résultat d'algèbre, ça utilise un polynomial-annulateur, machin, bon. Donc c'est facile. Enfin, quand c'est fait, disons, c'est facile. Voilà, donc il y a un premier résultat qui dit quel est le premier crochet de S2 qui a des chances qui peut sortir de S1. Et une fois que lui, vous l'avez, il a une certaine longueur K, et vous pouvez dire avec quelle norme sur les contrôles vous devez imposer pour que le système ne soit pas localement contrôlable en temps petit. En fait, il y a une corrélation entre la longueur des crochets et le bon cadre fonctionnel. Okay, donc quand le crochet est de longueur 2K-1, vous ne pouvez pas contrôler avec des contrôles petits en norme 2K-3, W2K-3, infini. Okay, bon. Donc ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait le signe moins avec un U. Donc avec U égale A, j'ai fait un signe plus. Et avec U égale epsilon cos oméga t, et oméga très grand, j'ai fait le signe moins. Okay, mais lui, il n'est pas petit. Si je me mets dans un cadre fonctionnel qui empêche lui, je ne peux pas montrer la contrôlabilité locale en temps petit. Okay, donc ça va dans le même sens. Voilà, donc alors plus précisément, ce qu'on montre, c'est que par rapport à la variété, on dérive dans un sens. La direction dans laquelle on dérive, c'est celle donnée par le crochet. Okay, donc c'est dans la direction du crochet, on dérive de façon quadratique, et la dérive est quantifiée par une norme Sobolev négative entière du contrôle, et il y a toujours ce terme d'erreur cubique. Okay, voilà, bon, donc il ne faut pas lire, il faut écouter. Okay, donc on dérive par rapport à la variété dans un sens, l'amplitude du mouvement est quantifiée par une norme Sobolev entière négative. Et là, vous voyez bien que maintenant, ce n'est plus qu'une question d'inégalité Gagliardoni-Renberg. Si vous voulez enlever ça, si vous voulez que ça soit négligeable devant ça, il faut que U soit petit dans une norme ad hoc. Bon, vous écrivez ce qu'il faut et puis ça vous donne ça. OK. Voilà, alors si on retourne à l'exemple qui avait arrêté la classification, donc c'est un système donc le théorème dit qu'il n'est pas localement contrôlable en temps petit avec des contrôles petits là-dedans. Okay, donc ça correspond au fait que j'ai utilisé des oscillations très fortes ici pour faire le mouvement vers les x3 négatifs. Okay, et donc ce que je veux passer comme message aussi, c'est qu'avant les gens travaillaient avec des contrôles petits en norme L infinie et que ce n'était pas une bonne norme pour pouvoir négliger le cubique par rapport au quadratique. Voilà. Donc en fait, là, il y avait un problème dans la démarche. C'est-à-dire que les gens attaquaient avec un développement de Taylor, mais il n'était pas légitime de le couper. Parce qu'il ne s'était pas mis dans un cadre fonctionnel qui permettait de le couper. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Alors, quelques remarques. Du coup, on voit que S2 égale S1, c'est une condition nécessaire de contrôlabilité locale en temps petit avec des contrôles réguliers, parce que sinon il y a une dérive. On voit qu'au niveau quadratique, il y a un nombre fini d'obstructions, il y en a autant que la dimension du S1. Et on sait dans quelle direction, elles sont. On a des crochets à vérifier. Si ceux-là ne sont pas dans S1, bon, bah, il y a une dérive et puis c'est tout. Donc ça redevient un peu algébrique, si vous voulez. OK. Donc les espaces fonctionnels qu'on donne sont optimales, les dérives sont en norme Sobolev entière. On a les résultats équivalents pour des systèmes plus non linéaires, juste je ne l'ai pas présenté pour simplifier. Et en fait, on l'a aussi avec des champs qui ne sont pas C infini. Alors là, vous pourriez avoir peur parce que j'ai parlé d'algèbre de Lie et j'ai fait des crochets itérés. Donc en général, les crochets itérés, c'est avec des champs de vecteurs C infini. Mais comme là, de toute façon, on ne fait que des choses qui sont au niveau quadratique, on n'a pas besoin de tant que ça sur les champs de vecteurs. En fait, C3, C2, ça suffit pour donner un sens. En tronquant le développement de Taylor des champs de vecteurs, on peut donner un sens à tous les crochets itérés qu'on regarde. Et donc, ça passe. Okay, voilà, donc la question ouverte concerne ce qu'on peut dire sur les termes suivants. Donc ça, c'est la suite du boulot, quoi. Ça, c'est pas fait. Alors les ingrédients de preuve, bon, bah, on a des routines de contrôleurs, on aime bien mettre les systèmes sous des formes particulières, qu'on appelle forme de Brunowski. Voilà, ça revient à mettre la matrice linéarisée sous forme de matrice compagnon. Donc ça, c'est un truc technique qui simplifie un peu la preuve. Bien sûr, on utilise des relations algébriques entre les crochets, les formules de Jacobi, tout ça, mais ça, on a recyclé de ce qui était déjà fait par les géomètres avant nous.
On utilise des systèmes auxiliaires qui permettent de sortir l'équation de la variété tout seul, qui permettent aussi de sortir les crochets qu'il faut tout seul. Bon, c'est un petit peu la magie. Et bien sûr, on utilise une inégalité de Gagliardo-Nirenberg pour manger les erreurs cubiques par les dérives quadratiques. Bon, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que ça sera assommant, surtout après déjeuner. Je vais juste vous donner une petite saveur de pourquoi les dérives sont en norme Sobolev entière et pourquoi ça risque d'être vachement différent en fait, pour les EDP. Donc pour faire simple, on va regarder un système bilinéaire, x' égale h0x plus u h1x. Donc h0, h1 c'est des matrices, donc c'est un système très sympa. Ce n'est pas linéaire parce que le x ne dépend pas linéairement de u. Okay. Alors pour avoir un point d'équilibre, je vais me placer au voisinage d'un point xe qui vérifie h0, xe égale 0. Parce que si je me place autour de 0, il n'y a plus rien, il n'y a plus de quadratique non plus. Donc il faut que je me place ailleurs. Okay. Donc on prend ce système-là, okay, qui est de la forme de ceux que j'ai étudiés, et je vais l'étudier au voisinage du xe en faisant mon développement de Taylor à l'ordre 2. Donc j'ai un premier terme qui résout le système linéarisé autour de xe, l'équilibre, et un deuxième terme qui résout le système quadratique autour de xe. Okay, celui-là, il est quadratique en u parce que y dépend linéairement de u. D'accord? Je n'ai pas dit, mais là, les y et le z, ils partent de 0 à t égale 0. Okay, donc les deux systèmes s'intègrent. Okay, formule de variation de la constante. Y, c'est à peu près une intégrale de u. Et puis z, c'est à peu près une intégrale de u fois y. Donc du coup, c'est une double intégrale de u. Si bien que si je regarde sur le quadratique comment il se comporte dans une direction qui sortirait de S1, j'obtiens quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc si je m'y prends bien, j'ai exactement ça. Si je m'y prends mal, j'ai un cas qui n'est pas une fonction de t moins tau, qui est un petit peu plus compliqué. Okay, parce que là, il n'y a pas que des t moins tau. Bon. Mais bon, pour des bons phi, disons, je récupère une forme quadratique en u qui est exactement de cette forme-là. Voilà. Là, je reconnais un produit de convolution. J'ai oublié, là, il y a un dt. Okay. Là, c'est un produit de convolution. Je m'empresse de faire Plancherel. Je trouve quelque chose comme ça. Et donc, quand on regarde les mouvements quadratiques et qu'on veut voir s'il y a des dérives, si les choses font les deux signes, en fait, ce qu'on étudie, c'est ça. Okay, donc là, K chapeau. Le K, c'est la transformée de Fourier du noyau. Le noyau K, il sort de tout ce bazar, là. Okay, donc, c'est un truc. Donc là, le K, c'est genre des polynômes, des exponentiels. C'est quelque chose de très sympa. Une somme finie de trucs comme ça. Et donc, voilà, donc quand je regarde le quadratique et que je veux voir s'il dérive ou comment il dérive, la question que je dois me poser, c'est quel est le signe de K chapeau. Okay, parce que et en fait, je ne me demande pas seulement quel est le signe de K chapeau, je me demande quel est le signe de K chapeau pour les xi grands. Parce que comme mes contrôles U, ils sont localisés sur des supports 0t avec t petit, en fait, par principe d'incertitude, leurs transformées de Fourier, elles sont localisées sur des xi grands. Okay, donc plutôt en scaling au-delà de 1 sur t. Donc en fait, ce qui est important quand on regarde ces choses-là, c'est comment se comporte asymptotiquement le K chapeau de xi. Ok. Alors, donc si on fait un système un peu simple, qui correspond à faire une approximation de Galerkin de l'équation de la chaleur, donc là vous reconnaissez J2, c'est pour les valeurs propres du Laplacien, quoi. Donc si on prend un système ad hoc, on a des noyaux un peu comme ça. Okay, donc là, je n'ai pas de polynôme, j'ai fait simple, je n'ai pas mis de polynôme. Okay, et donc, lui, on peut calculer sa transformée de Fourier. On voit qu'on a quelque chose comme ça. Et donc, cette chose-là, elle ne peut pas avoir un comportement asymptotique très varié, en fait. Hein. Donc, elle peut être en 1 sur xi2 à l'infini. Et puis, il peut y avoir un phénomène d'annulation entre les 1 sur xi2 et que, du coup, ça saute à 1 sur xi4, 1 sur xi6, etc. Puis, au pire, elle sera en 1 sur xi puissance 2d. Puis c'est tout, elle ne fera pas pire que ça, parce qu'il y a des termes. Okay, donc c'est là qu'on voit, c'est comme ça qu'on voit surgir les Sobolev négatifs entiers. C'est dans l'asymptotique du K. Okay, bon, c'est un peu heuristique, mais on voit que pour des noyaux qui viennent de systèmes de dimension finie, il n'y aura pas grand-chose, il peut y avoir que ça. Il peut y avoir que des dérives en norme Sobolev négative entière. Et c'est là que finalement on se dit, finalement on a bossé sur la dimension finie, mais la dimension infinie, elle va sûrement être très différente, parce que ce genre de truc-là, pour une vraie équation de la chaleur, vous faites D égale plus l'infini, ça peut avoir n'importe quoi comme asymptotique, enfin, quasiment n'importe quoi. Si vous choisissez bien les CJ, c'est-à-dire si vous designez bien le H1 dans votre équation de la chaleur, vous pouvez avoir des comportements asymptotiques en 1 sur xi puissance 2a, où a c'est n'importe quel réel qui correspond à des dérives dans des Sobolev fractionnaires. Vous pouvez avoir un comportement asymptotique en log xi sur xi2, c'est une dérive en log Sobolev. Et vous pouvez avoir ça. Alors ça, c'est beaucoup plus surprenant, parce que ça change de signe arbitrairement loin. Donc pour des systèmes de dimension infinie, en fait,
Vous pouvez faire plus et moins. Si le système il est bien designé, il peut vous arriver de pouvoir faire plus et moins arbitrairement loin, et donc de récupérer de la contrôlabilité au quadratique, ce qui est impossible en dimension finie. Okay, en dimension finie, il n'y a pas de comportement asymptotique non signé à ces choses-là, alors que là, oui. Maintenant, ça redevient impossible. Voilà. Voilà. Donc ce résultat-là, bon, le dernier slide, c'est un travail en cours. Ça sera bientôt sur Archive, mais ce week-end, disons. Donc ça permet de comprendre un peu mieux des résultats qui existaient, qui étaient un peu anecdotiques pour l'instant. Donc il y a plusieurs résultats sur des EDP où les gens ont voulu récupérer de la contrôlabilité en allant au-delà du terme d'ordre 1. Donc il y a un résultat sur Korteweg de Vries où le terme quadratique était nul, où les gens sont allés à l'ordre 3. Et ça, ils arrivaient à le faire en temps petit, mais parce que c'était de l'ordre cubique. Ensuite, il y a eu un résultat sur Schrödinger que j'ai fait avec Morgan Morancet, où on met en évidence un drift H-1. Donc ça correspond à la première obstruction quadratique, celle que Sussman avait déjà en dimension finie. Okay, mais là, on la montrait en dimension infinie, donc il y avait un peu plus d'analyse à développer pour la montrer. Mais bon, on avait quand même un cas de dimension infinie où on avait toujours cette dérive. Alors ensuite, il y a Frédéric Marbach, mon co-auteur, qui a montré pour Burgers une dérive H-5 donc ça a beaucoup surpris tout le monde parce qu'on ne voyait pas du tout d'où ça sortait. Mais alors maintenant qu'on a réexaminé, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si surprenant. On peut faire vraiment des dérives dans n'importe quoi. Ça dépend de l'asymptotique de votre cache-à-pot. Voilà, donc suite à ce travail, il y avait deux questions ouvertes qui est: est-ce qu'on peut faire des dérives Sobolev arbitraires? Est-ce qu'on peut récupérer de la contrôlabilité locale en temps petit au quadratique en dimension infinie? Et donc les réponses, c'est plutôt oui, mais ce sera bientôt écrit. Voilà, donc en conclusion, pour clarifier la théorie sur la contrôlabilité des équations différentielles, on a introduit de l'analyse dans la géométrie, et c'était nécessaire. Et les arguments de crochet étaient un petit peu coincés tout seuls. Voilà, et donc l'objectif, bien sûr, c'est d'aller plus loin et de dire finalement ce que les gens n'ont pas pu faire, c'est-à-dire quels sont les bons crochets, quels sont les mauvais crochets, mais ce qu'on pense, c'est que plutôt on n'aura pas seulement des listes de crochets, on aura des listes de bons et de mauvais crochets indexés par des espaces fonctionnels. Il faudra non seulement se poser la question de qui est avant quoi, mais avec quelle force aussi, quelle force fonctionnelle. Voilà, merci.